Ici comme ailleurs, l'analyse du sujet est ce qui va déterminer en grande partie le contenu de votre copie. Toute vérité est-elle relative? La plupart des copies n'ont pas défini, n'ont pas conceptualisé avec suffisamment de rigueur la notion de relativité et la notion de vérité. Résultat des courses, vous n'avez pas trouvé de problème, donc vous n'avez pas construit un plan en charge capable de prendre en charge le sujet, donc vous avez une mauvaise note. C'est logique. Tout part de l'analyse du sujet. Toute vérité est-elle relative? Il me semble important, à mon avis, de commencer par l'analyse de la notion de relativité. Qu'est-ce que c'est que la relativité? La relativité a pour racine la notion de relation. Une relation, c'est un lien qui exprime un rapport entre deux entités, entre deux êtres, entre deux actions, entre deux grandeurs, entre deux qualités, bref, entre deux x, on va dire. La question est de savoir si la relation est en elle-même un être. Si la relation a une réalité, ou si c'est une pure abstraction. On peut prendre un exemple. Est-ce que la filiation, qui est une relation, relève de la même modalité que, je ne sais pas moi, la manière dont on va classer les uns par rapport aux autres des dossiers en fonction de certains critères pratiques. Par exemple, l'ordre alphabétique, l'ordre chronologique, l'ordre thématique, etc., etc. Autrement dit, certaines relations semblent avoir plus de consistance que d'autres. Pour le dire encore autrement, certaines relations semblent plus fondamentales, plus structurantes que d'autres, qui semblent être de pures opérations de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que la relativité par rapport à la relation? Qu'est-ce qui fait qu'une vérité pourrait être relative du coup? La relativité, c'est un concept qui décrit une situation où la valeur d'un énoncé, et en particulier d'un jugement, d'une assertion, est déterminée par une relation. La valeur d'une assertion est déterminée par un type de relation. Et donc, la question qui se pose est de savoir à quoi une vérité pourrait-elle être relative? Quel est le terme qui va définir, par relation, la valeur de vérité d'un énoncé?
Le premier candidat, c'est que une vérité est une relation d'adéquation, du jugement qui peut qui peut se penser comme la faculté de juger ou comme un énoncé qui juge, comme une phrase. C'est la relation d'adéquation entre un jugement et une réalité. Est vrai le jugement qui correspond à une réalité. Et là, on voit bien quel est le problème, quelle est la difficulté du sujet, c'est que on voit mal comment une vérité ne peut pas être relative. Une vérité, c'est effectivement la relation entre un énoncé et quelque chose qui est de l'ordre, soit du fait, soit de l'évidence mathématique ou logique, soit je ne sais pas moi, de la croyance subjective. Mais une vérité est toujours une relation. C'est toujours un rapport entre un jugement et quelque chose d'autre, une vérité. La vérité serait relative. Pourquoi? Parce que la vérité ne serait pas une chose, ça ne serait pas une propriété du réel, mais une propriété du langage. Ça serait une qualité du langage, la vérité. Et c'est une qualité qui serait relationnelle, qui mettrait en relation précisément le langage et le monde, ou le langage et la pensée. Et donc on ne voit pas comment une vérité, quelle qu'elle soit, ne pourrait pas être relative. Ça, c'est le sens le plus fort que vous puissiez trouver. Alors, je détaille un petit peu. L'autre candidat, du coup, quand on cherche à identifier le terme par rapport auquel la vérité pourrait être relative, on pourrait dire effectivement qu'il faudrait distinguer des vérités de différents ordres, à savoir des jugements vrais qui porteraient sur des réalités contingentes et des jugements vrais qui porteraient sur des évidences nécessaires. Où est-ce que je veux en venir? On pourrait dire par exemple que il fait vraiment un temps pourri à Chartres en ce moment. C'est une vérité qui reste vraie tant qu'il fait un temps pourri à Chartres. Autrement dit, c'est une vérité dont la valeur dépend de la durée d'un état de fait. Quand je prononce un énoncé sur un état de fait présent, actuel, la vérité va dépendre de la durée de l'événement que l'énoncé décrit. On est d'accord avec ça? Dans 15 jours, s'il fait beau, il fait vraiment un temps pourri en ce moment à Chartres, ce sera un énoncé qui sera rendu faux, qui sera falsifié par un changement dans l'état de fait. A contrario, certaines vérités semblent être immuables. Quelles sont les vérités immuables? Quelles sont les vérités qui restent vraies? Alors, ça non, par exemple. On peut se taper une grosse météorite et la Terre ne sera plus sphérique à ce moment-là. Oui. Alors, il y a effectivement des constantes physiques. Il y a les constantes physiques. Ça, c'est le premier type d'énoncé qui demeure vrai, quelles que soient les circonstances sous lesquelles ces constantes sont observées.
Deuxième type d'énoncé. Ouais. Alors, je mets ça dans le type d'énoncé constante physique, si vous voulez. Que ce soit des lois astronomiques ou biologiques, je mets ça dans des constantes. Quoi d'autre, quoi d'autre? Oui. Les lois, lesquelles? Quel type de loi? Oh! Ah non, le code civil, il peut changer. C'est pas vrai de toute éternité. En revanche, il est vrai que la France s'est dotée d'un code civil. Il est vrai que Napoléon est mort à Sainte-Hélène. Est-ce que c'est vrai de tout temps, ça? Est-ce qu'il est vrai de tout temps que Napoléon est mort à Sainte-Hélène? C'est vrai à partir du moment où Napoléon est mort à Sainte-Hélène. C'est-à-dire que tous les énoncés qui portent sur le passé semblent être, ne semblent plus être contingents, mais être des vérités nécessaires. On ne peut pas faire que Napoléon ne soit pas mort à Sainte-Hélène. Okay. Donc deuxième type d'énoncé, les énoncés portant sur le passé. Les énoncés portant sur le passé sont des énoncés qui semblent être absolument nécessaires. Ça se discute. Ça se discute. On peut très bien se dire que précisément le rôle des écoles historiques, c'est dommage que l'histoire ne soit plus au programme, parce que c'était vraiment une notion passionnante. Le rôle des, et puis nécessaire surtout, le rôle des écoles historiques, des grandes écoles historiques, des grandes méthodologies de la recherche historique, c'est précisément de porter une nouvelle lumière sur des événements passés. Nietzsche va dire qu'on ne sait pas encore ce que le passé nous réserve. On ne sait pas encore ce que le passé nous réserve. C'est très vrai. C'est-à-dire que euh, quand, euh, quand les pilgrims, les migrants anglais et allemands débarquent euh, en Amérique du Nord, est-ce que les Anglais peuvent se douter qu'ils vont leur foutre une défaite cuisante, hein, en 1778 ou 79? Autrement dit, le passé historique nous réserve toujours des surprises. Et même au-delà de ça, si vous voulez, toutes les conséquences d'un événement passé ne sont pas prévisibles, mais au-delà de ça, on ne peut même pas savoir si on ne va pas faire des découvertes, si on ne va pas faire des découvertes qui vont porter un nouveau regard sur un événement passé. Je ferme cette parenthèse. Autre type de vérité qui ne varie pas à travers les âges, qui ne sont pas les constantes physiques, qui ne sont pas les énoncés passés, mais qui sont probablement en fait les premières vérités auxquelles vous auriez dû penser pour problématiser, si vous aviez pris ce sujet. Non. Des vérités qui ne changent pas. Le paradigme de ça. Alors, on pourrait dire que c'est pas tout à fait le même type de vérité, mais c'est quand même, il y a quand même un rapport entre ces deux types de vérités. Des vérités d'ordre quoi? Des vérités d'ordre mathématique et d'ordre logique. Euh, on pourrait se dire que, il existe des vérités qui sont absolues, c'est-à-dire dont la vérité ne dépend pas d'une relation. Ce sont les vérités mathématiques et les vérités logiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont proprement constitutives, elles sont architectoniques, elles sont constitutives de notre esprit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas sans elles. Notre esprit n'est pas sans elles. Quels sont les deux grands principes de la logique? Oui. C'est pas la même chose, si vous voulez. Euh, les constantes physiques, ce n'est pas la même chose que des principes géométriques ou arithmétiques. Ce sont les lois physiques, si vous voulez, ce sont des énoncés qui correspondent à des constantes observables. Le principe de non-contradiction,
ça ne correspond pas à une constante observable, c'est simplement qu'on ne peut pas s'en passer pour penser. Okay. Quels sont donc les deux grands principes de la logique? C'est le principe de non-contradiction et le principe qui en est dérivé, qui est le principe du tiers exclu. Je vais très rapidement sur le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction énonce que si un énoncé affirme et nie la même chose à propos d'une chose, affirme ou nie la même propriété à propos d'une chose, alors ce jugement est nécessairement faux. Autrement dit, une chose ne peut pas être à la fois une chose et son contraire. Si un jugement affirme et nie une propriété, une même propriété à propos d'une chose, alors c'est faux. C'est le principe de non-contradiction. Le principe de non-contradiction en logique formelle. Merci. Vous avez fait ça ou pas? Ça vous dit quelque chose, ce signe-là? Ça veut dire non. Exactement. Non P. Alors ça veut dire non. Okay. Ça veut dire et. C'est le signe de la conjonction. Ça veut dire ou. Okay. Non P et non P, ça veut dire qu'il est faux de dire que à la fois quelque chose et son contraire. Non P et non P, c'est le principe de non-contradiction. Et le principe du tiers exclu, c'est P ou non P. C'est-à-dire qu'il est toujours vrai de dire qu'une chose est soit quelque chose, soit pas ce quelque chose. Okay. Et donc on peut se dire que les vérités logiques et les vérités mathématiques constituent des principes intangibles au sens d'inviolable et donc absolus de la rationalité, et qu'en ce sens, les vérités mathématiques, les vérités logiques sont des principes qui sont absolument, qui sont absolus, c'est-à-dire dont la vérité ne dépend pas excusez-moi, d'une relation avec un contexte. Or, on peut se demander si précisément ces vérités dites absolues, que sont les axiomes mathématiques, que sont les lois de la logique, sont si absolues que cela. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une forme de relativité de ces principes et de ces axiomes? Alors c'est un texte qu'on avait vu brièvement, mais c'était le texte utile que j'avais examiné, que j'avais mis sur YouTube, de la première méditation métaphysique, où Descartes envisage que notre esprit a été créé par quelqu'un, et que cet esprit ayant été créé par quelqu'un, toutes les vérités qu'il contient sont précisément relatives à la volonté de ce créateur. Autrement dit, on pourrait très bien concevoir que c'est Dieu qui, ayant créé notre esprit, a aussi créé les lois de la logique. Et qu'il n'y aurait donc pas, même dans la certitude
même dans la certitude de l'évidence logique, il n'y aurait pas de caractère absolu, mais toujours un caractère relatif. Autre exemple, pour que vous compreniez bien. Attendez, c'était quoi ce truc? C'était le paradoxe de Condorcet. J'essaie de vous retrouver la démonstration, enfin pas la démonstration du paradoxe de Condorcet, mais que vous compreniez bien. Est-ce que vous connaissez le paradoxe de Condorcet? Le paradoxe de Condorcet. Condorcet est un mathématicien qui a participé à la Révolutionnaire et, comme beaucoup de révolutionnaires, qui a fini guillotiné par la Révolution. Et ça vous dit rien, le paradoxe de Condorcet? Le paradoxe de Condorcet, c'est un paradoxe mathématique qui porte sur le principe de transitivité. Le principe même de la démonstration mathématique repose sur l'axiome de transitivité, c'est-à-dire si A égale B et B égale C, alors A égale C. Très bien. Vous ne pouvez pas faire de démonstration mathématique, si vous laissez l'huile dans les rouages de la démonstration, sans le principe, sans l'axiome de la transitivité. Maintenant, vous allez noter la chose suivante. C'est marrant et à mon avis, vous allez vite comprendre. On demande à trois individus, d'énoncer leurs préférences entre trois options A, B et C. On demande à trois individus d'énoncer leurs préférences entre A, B et C, entre trois options. Ça peut être fraise, vanille, chocolat, ça peut être Seychelles, Sri Lanka, Tunisie, etc., etc. On s'en fout. On va appeler ces individus, parce qu'on est doué d'une imagination débordante, Paul, Pierre et Jacques. Paul préfère A à B et B à C. Paul préfère A à B et B à C. Donc A supérieur à B supérieur à C. Pierre préfère B à C et C à A. BCA, exactement. Et Jacques préfère C à A et A à B. Qu'est-ce que cela donne? Cela donne qu'une majorité préfère A à B. Une majorité préfère A à B. Une majorité préfère B à C. Et une majorité préfère C à A. Une majorité préfère A à B, une majorité préfère B à C, une majorité préfère C à A. Et là, que constatez-vous? C'est que le principe inviolable de transitivité, eh bien, il se le prend dans l'os. Okay. A supérieur à B supérieur à C supérieur à A. Okay, pour une majorité. Donc, on se rend compte que certaines constantes, certaines lois, certains principes intangibles de mathématiques ne sont pas si inviolables
ne sont pas si inviolables que ça. Et que la rationalité de certains principes qui semblent constitutifs de notre rationalité, justement, n'est pas établie. N'est pas établie. Donc, d'un côté, si je vais vite, enfin je ne suis pas allé si vite que ça, d'un côté, on ne saurait imaginer la vérité autrement que comme une relation entre un énoncé assertif, donc entre un jugement et soit le monde, soit la pensée, vérité de fait, vérité de raison. Et en ce sens, toute vérité semble bien être relative. Or, la vérité repose sur le critère de non-contradiction. Toute vérité repose logiquement sur le critère de non-contradiction. Et donc, semble exclure de manière absolue le faux pour se positionner dans l'esprit comme vérité. Autrement dit, il y a une vérité, tout le reste c'est faux. À propos de tel fait, à propos de telle pensée, à propos de telle réalité, il y a une vérité et tous les autres énoncés sur ce fait, cette réalité, cette action, cet événement sont faux. Mais d'un autre côté, il n'est pas certain que les principes constitutifs de notre esprit, ne soient pas eux-mêmes conditionnés. Mais si ils sont conditionnés, c'est un principe qui, lui, pourra être connu de manière absolue. C'est le problème de la régression à l'infini. Si on dit oui, mais alors cette vérité qui est absolue, elle est en fait relative à autre chose, mais alors cette autre chose, si vous voulez, à un moment, va bien falloir s'arrêter quelque part. Cette autre chose ne peut pas être relative, encore une fois, à autre chose, qui sera relative à autre chose. À un moment, va bien falloir s'arrêter à un principe qu'on connaîtra absolument. L'esprit doit bien s'arrêter à une condition qui conditionnera toutes les autres conditions. Alors, sujet 2, et on va à peine commencer. Sujet 2, c'était impardonnable que vous n'ayez pas tous au moins 18 sur 20. Parce que c'est une question, c'est littéralement, je crois, une question de cours. C'est une question qu'on avait traitée en long, en large et en travers. Et les approximations, tant dans la maîtrise des auteurs que dans la problématisation et la conceptualisation des notions, est quelque chose d'effectivement impardonnable. C'est le premier cours, certes, mais il fallait le réviser. Vous n'avez pas d'excuses. Donc, j'ai à peine le temps d'aborder le sujet.
quel est le principal défaut de vos copies à vue de nez? C'est que vous n'avez pas conceptualisé avec suffisamment de rigueur la notion de contrainte et que à partir de là, la problématisation a manqué effectivement de précision. Donc c'est pas génial tout ça. On y reviendra en détail, mais il faut absolument que vous fassiez preuve de plus de rigueur. La philo, ça se révise, hein, c'est comme tout, ça se révise. C'est-à-dire que ça s'apprend. Et me dites pas, monsieur, on va quand même pas apprendre par cœur. Bah, déjà, d'emblée, pourquoi pas? Et deuxièmement, pourquoi vouloir. Enfin, apprendre, c'est pas apprendre par cœur forcément, mais c'est être capable de restituer un concept, un raisonnement de manière très précise. Ok. Et ça ne, ça n'engage que vous, quoi. Il suffit de travailler. Les copies qui sont sérieuses, les élèves qui sont sérieux, ils ont de bonnes notes au bac. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est pas une question de doué, de talent ou de. C'est une question de boulot au bout d'un moment. Je parle aux candidats qui ont nettement moins de 9. Allez, je vous libère.